suis Suzy Georges Jardin, je suis psychologue en service de pneumologie à l'hôpital Saint-Louis, où je suis arrivée justement dans le contexte de la première vague du Covid, contexte particulier pour rencontrer les équipes. Voilà, depuis je suis toujours dans ce service-là, évidemment les conditions ont un peu changé. Mais c'est vrai que tout ce contexte-là a pu nourrir une réflexion autour de la prise en charge de la fin de vie, autour de la question de ce qu'est la médecine aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle cache en fait, quels sont les travers d'une médecine extrêmement efficace par ailleurs. Voilà, et à mon sens, il y a pas mal de choses qui ont pu être révélées malheureusement pendant cette crise du Covid. Finalement, ce à quoi je pense en premier, c'est le fait qu'on... la question de toucher au rituel, évidemment, les rituels de fin de vie, des choses qui pouvaient paraître finalement assez banales dans les services de soins, à savoir les visites aux personnes en fin de vie, le fait de voir la dépouille de la personne décédée, toutes ces choses qui paraissent normalement dans un contexte normal, des choses banales, plutôt voilà, presque impensées, donc qui là tout d'un coup se sont révélées impossibles ou interdites. Et ça, évidemment, ça a eu des effets terribles sur les familles. Donc, d'abord, les visites ont été tout simplement interdites dans ces services-là. Et petit à petit, elles ont été autorisées, mais uniquement aux patients qui étaient étiquetés ou identifiés comme étant en fin de vie. Ce qui pose d'autres questions. La question de prévenir les proches, de leur permettre de voir, de voir leurs proches au dernier moment. De cette façon-là, c'est quand même très brutal. Donc, par exemple, la question de ces choses-là un peu anodines, qui est par exemple la visite aux proches, et tout ce que ça vient en réalité border quand c'est possible, et forcément visible quand c'est pas possible. Là, ça a été le cas. Toute l'angoisse, évidemment, des personnes hospitalisées, malades, mais aussi toute la réticence qu'il pouvait y avoir à accepter d'aller aux urgences pour des personnes qui commençaient à ressentir des symptômes à la maison assez inquiétants. Donc des réticences qui ont amené parfois des retards de prise en charge, des choses assez dramatiques, assez catastrophiques. En plus de tout ça, il y a eu quand même une grande médiatisation de ce qui pouvait se passer à l'hôpital dans ces moments-là. Enfin, j'ai rarement eu accès à autant d'images de ce qui se passait dans les murs des hôpitaux à part au moment de la première vague du Covid. Et c'était des images qui étaient franchement très inquiétantes. Ça a donné une image de la fin de vie à l'hôpital qui est quand même là aussi assez dramatique, je trouve. Donc qui n'est pas forcément très fidèle à ce qui peut en être par ailleurs. Oui, c'est ça. Voilà, ça a mis un peu en exergue la question des moyens dont on dispose pour accompagner ces fins de vie-là, dans un moment où on avait très peu de moyens, et en même temps énormément. Il n'y a jamais eu autant de soignants dans des services que pendant la première vague du Covid. Et en même temps, il y a eu des ruptures de médicaments, notamment à visée sédative par exemple, qui ont dû un peu adapter les pratiques d'accompagnement en fin de vie des soignants. Enfin, toutes ces choses-là qui ont pu quand même mettre à mal sérieusement les pratiques, et puis finalement être très questionnantes pour tout le monde, pour les soignants qui accompagnaient ses proches, pour les proches et évidemment pour les malades en premier lieu. Est-ce que les proches par exemple, qui ont traversé ces choses-là, justement, est-ce qu'elles l'ont traversé ou est-ce qu'elles ne l'ont toujours pas traversé? C'est-à-dire que est-ce que les gens sont toujours dans un état civil, pour autant que vous puissiez encore les voir, hein, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a été une espèce de choc traumatique, comme post-traumatique plutôt, hein, c'est-à-dire qui ne peut pas se résorber tout seul, qui peut durer comme ça des années tant qu'on s'en est pas occupé, quoi. Donc on vit ça toujours ou on est passé à autre chose. C'est difficile de répondre à une question avec moi. De fait, j'ai fait des suivis de proches des suites qui ont perdu du coup quelqu'un des suites du Covid lors de la première vague. Et c'est des personnes que j'ai suivies assez longtemps, plus d'1 an pour certaines. Donc il y avait quand même la nécessité de prendre ce temps-là
sur le lieu où ça s'est passé. Parce que là, c'est des proches qui revenaient sur le lieu de l'hôpital où les décès ont eu lieu. Et finalement dans un rapport temporel assez immédiat, pour le coup. Donc il y a eu effectivement ce temps-là pour en parler. Ça, c'est sur le plan pratique de la durée de l'accompagnement psychologique de ces proches-là. Après, un décès de toute façon, qui soit en lien ou non avec le Covid et ce contexte-là, reste quelque chose dont on se remet sur un délai variable, parfois jamais, et qui reste de toute façon avec sa part d'indigeste. Donc c'est difficile de dire oui, ça y est, les gens ont digéré, ou non, ils n'ont jamais digéré. En fait, ça se situe finalement au cas par cas entre les deux. Je suis pas sûre que ce soit définitivement passé. Je pense que c'est quelque chose quand même qui laisse des traces, et notamment avec ce fait de toucher au rituel, je pense que ça laisse des traces quand même assez importantes. Enfin, je pense aussi à des personnes qui étaient hospitalisées, qui ont perdu un proche à ce moment-là, qui n'ont jamais pu se présenter évidemment aux obsèques. Enfin, ces obsèques manquées, je crois que ça laisse des traces, des choses dont on n'a pas fini de parler. Pour moi, c'est propre aussi à la mort et à son caractère impensable. On finit jamais d'en parler, on n'a jamais fait le tour. Et en même temps, il y a eu quand même pas mal de dispositifs permettant de dire quand même ce qui a été, d'en dire quelque chose pour ces personnes-là, à l'hôpital et aussi en dehors. Ça a été une énorme mobilisation de tous les psychologues à l'hôpital, y compris pour certaines qui ne travaillaient pas dans des unités Covid, mais qui sont franchement mobilisés pour pouvoir accompagner aussi ces proches-là dans une durée de temps non limitée. D'accord. C'est une démarche quasiment, pas individuelle, mais enfin c'est un engagement, on va dire, d'un certain nombre de personnes. C'est pas une réaction institutionnelle, ou je me trompe? Là aussi, ça a été un peu entre les deux. En tout cas, il y a eu pas mal de commandes, de consignes aux psychologues, voilà, de prendre en charge évidemment les patients, les familles. Donc quand même quelque chose où d'habitude, franchement, on nous donne pas trop de consignes. En tout cas, les directions des hôpitaux ne sont pas forcément... Enfin voilà, moi j'ai souvent l'impression que les psychologues font leur travail aussi sans que ce soit tout à fait bien pensé et que ce soit bien compris partout. Là, les institutions ont eu, il me semble, des consignes beaucoup plus claires, notamment par rapport en fait, à l'accompagnement des soignants. Il y avait une grande crainte de l'effet traumatique que toutes ces prises en charge-là assez dramatiques pouvaient avoir sur le personnel soignant. Donc là, il y a eu une forme de prise en considération de la souffrance que ça pouvait générer. En même temps, il y a eu pas mal de choses mises en place, encore pour les soignants et les soignantes. Je pense à un tas de hotlines, dispositifs téléphoniques accessibles 24 heures sur 24, ce genre de choses qui ont été finalement très peu utilisées. Mais il y a eu un grand travail, là aussi, des psychologues pour rencontrer les équipes de nuit. Ça a été quand même une demande institutionnelle. D'accord. Et les psychologues eux-mêmes, ils ont fait comment? Question. Je peux parler à mon échelle, à moi, quoi. Pour ma part, je venais d'arriver, du coup, ça faisait pas mal de choses nouvelles. C'est des collègues psy que je connaissais pas. Et assez spontanément, on s'est réunis chaque jour, ou tous les 2 jours, dans le parc, là où c'était aéré, et là où c'était permis finalement. Sinon, tous les lieux de rencontre et de réunion étaient évidemment fermés. Pour discuter, pour manger ensemble et pour discuter un peu de ce qui se passait dans les services. Voilà, ça c'est à titre là aussi, on va dire la bricole entre collègues, des choses qui sont de l'ordre du lien qu'il pouvait y avoir entre nous, mais qui, pour le coup, qui n'a pas été déterminé par l'institution. On oublie un petit peu que les psychologues ont aussi à prendre soin de leur santé psychique. Finalement, là, c'était aussi à nous de juger jusqu'où on pouvait aller et évidemment pas faire des choses qui pourraient nous nuire à nous. Enfin, il me semble que ça fait aussi partie de notre travail de savoir ce qu'on peut proposer en étant assez sécure pour le proposer et sans que ça nous fatigue de trop, sans que ça nous épuise. Mais je crois qu'on a été quand même épuisés, comme beaucoup de gens, effectivement. Il
je pense que cette idée de traverser, c'est une bonne image, parce que il y a des gens qui n'arrivent pas à traverser. Et ils restent au milieu du gué, ou ils ne commencent même pas à traverser. Mais d'autant plus, j'ai envie de dire, quand il y a un traumatisme, quand il y a une espèce de fixette, quand on ne peut pas se sortir de certaines images, ou quand on ne peut pas... Bon, et là, c'est typiquement le cas, quoi. C'est typiquement le cas. C'est comme des accidents d'avion, on ne retrouve jamais les gens, c'est comme bon, voilà, ce genre de choses, un accident de voiture, bon, c'est quand même des morts très particulières. Là, je ne sais pas si ça s'est passé comme ça ici, mais on a quand même beaucoup parlé de gens d'une certaine manière, je vais peut-être un peu vite là, mais enfin c'est pas grave, de gens qu'on a quand même laissés mourir seuls. Donc comment on fait avec ça, enfin, comment on peut faire son deuil avec ça, mais même avec tout un travail derrière, à la limite, je me demande comment on peut faire. Ouais. Je crois qu'on ne peut pas. Enfin, je pense que c'est... En fait, il y a deux choses. Il y a d'abord le trauma un peu dans son acception un peu classique, du choc traumatique, de quelque chose qui insiste et qui se répète sans qu'on arrive justement à passer de l'autre côté, voilà, à digérer ce qui vient de se passer. Donc ça peut se vivre dans un tableau clinique avec les cauchemars récurrents, les images qui peuvent revenir de situations particulières. Voilà, le moment où le proche qui va pour aller à l'hôpital grimpe dans l'ambulance, et c'est le dernier moment où on voit, et ce moment-là qui se répète en boucle. Ça c'est une chose. Ça, pour le coup, il me semble que c'est des choses qui peuvent à la fois quand même se digérer à titre individuel malgré tout, pour des personnes qui n'ont pas forcément accès à des soins psychologiques, etc. Par ailleurs, je pense quand même qu'il y a quelque chose par essence de la perte qui est de cet ordre-là, vraiment de l'indigeste et l'indigéré et l'indigérable. Des choses dont on se remet vraiment jamais. C'est par essence, quoi. Effectivement, forcément, quand c'est dans des conditions aussi terrifiantes comme la première vague du Covid, il y a des choses qui peuvent être là, à se rajouter à cette essence même du deuil. Mais finalement, une mort aussi attendue soit-elle, est toujours quand même quelque chose de l'ordre de l'impensable. Donc, je voudrais pas que ça paraisse plus spectaculaire. Non, j'entends bien ce que vous dites. Que ça n'est. Puis du coup, il y a aussi toute une idée autour du traumatisme, du choc, etc., qui est réelle. Il y a vraiment des choses qui sont réelles. Peut-être que finalement, par rapport aux effets traumatiques sur les personnes individuellement, on verra des productions artistiques, des choses pouvoir en dire quelque chose là dans les années qui vont venir. Peut-être qu'il y aura des témoignages aussi qui sauront cerner un peu plus ce qu'il y a, de quel ordre ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même intéressant de garder un peu une trame de l'histoire longue sur la question de la mort, sans justement faire de cet épisode-là, même si c'en est un épisode particulièrement choquant. D'ailleurs, j'ai envie de parler de ce qui peut se passer aujourd'hui dans les services. Une mort est toujours choquante. Alors, on pense évidemment en premier lieu aux malades et à leurs proches, mais pour les équipes, évidemment, il y a des décès dont on a du mal à se remettre sur le plan émotionnel, évidemment, mais il y a aussi des circonstances qui sont terribles, avec lesquelles il s'agit de composer. Voilà. Je crois que le statut de la mort à l'hôpital est de toute façon un statut un peu étrange, où il est attendu que ça se passe à l'hôpital, mais en même temps, il y a quelque chose quand même qui échappe assez à la logique de l'hôpital dans la mort. Il y a quelque chose on ne peut pas y répondre. Autant à l'hôpital, voilà, on s'évertue à trouver des solutions pour pas mal de choses, et le problème c'est qu'on y arrive. Et pour la mort, rien. Il y a l'impuissance que ça génère dans les équipes, chez les soignants en général, et pour le coup, tous soignants confondus. Donc je pense autant aux médecins
qu'aux soignants qui sont vraiment au chevet des patients. Et voilà, je trouve que c'est important d'avoir à l'idée que la mort par essence, encore une fois, elle confronte à ça, elle confronte au fait qu'on n'a pas de solution à apporter. Évidemment, il existe des choses pour accompagner, évidemment, il existe des choses pour soulager, mais de fait, toutes les situations confrontent à mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a injecté le soin qui permet d'apaiser la douleur, une fois qu'on a injecté ce qui permet de calmer les angoisses, là, la seule chose qui reste finalement, c'est le lien, c'est la relation qu'on a avec les malades et puis avec leurs proches. Et finalement, ça, c'est assez invisibilisé à l'hôpital aujourd'hui. Il y a vraiment, pour le coup, pendant le Covid aussi, on a énormément insisté sur la technicité des soins, sur la réanimation, sur tous ces soins extrêmement coûteux et sur tous les plans, mais assez peu sur l'importance de l'engagement relationnel entre le soignant et le patient ou le proche. Et pour le coup, ça constitue quand même un jalon essentiel de l'accompagnement du patient, à la fin de vie en particulier, mais tout au long évidemment de la prise en charge. Je pense que là, à l'hôpital, c'est assez invisibilisé finalement le rôle que prennent les relations à toute échelle confondue. C'est assez invisibilisé et parfois même les soignants peuvent verbaliser l'impression de rien faire, de pas faire grand chose, mais quand même là on fait pas grand chose pour lui, pour elle, oui, enfin, oui et non, de toute façon on peut rien faire, et ensuite on est quand même là, on se questionne sur son confort, et puis on est là à son chevet, on est là pour, parfois même pour lui tenir la main, même si c'est une image un peu, voilà, souvent utilisée. Je crois que ça convoque, ces moments-là convoquent très très fort voilà, les personnes elles-mêmes, individuellement. D'ailleurs, c'est souvent ce qui constitue les adresses qu'on me fait dans le service. C'est souvent ces moments-là de fin de vie qui soulignent les difficultés des soignants. Hein, le fait que c'est des moments où il y a on dit ça, un passe thérapeutique. Ça veut dire qu'on ne peut plus imaginer guérir la personne. Et pire, on va devoir accompagner jusqu'à la fin, jusqu'à ce moment-là où on ne pourra plus rien pour elle. Et c'est des moments qui génèrent beaucoup de difficultés, beaucoup de questionnements aussi sur l'utilité qu'on peut avoir dans ces moments-là. Il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait médicalisé, et tant mieux. Mais du coup, il n'y a plus non plus cette espèce de protection du soin-là, du soin technique. Et donc, on est un peu aussi dans une forme de dénuement. Et je dis on parce que moi confondu, en tant que personne au chevet de n'importe quel malade, il y a une forme de dénuement de tout d'un coup, ce qui reste là, quand même, c'est la relation et le lien qu'on a à cette personne-là. On est convoqué, là, presque sur le plan subjectif, à cette place-là. Et oui, ça convoque pas mal de questionnements. La question, évidemment, d'être face à des souffrances qu'on a du mal aussi à apaiser. Encore une fois, toute souffrance confondue. On parle à la fois de douleur physique, mais aussi d'angoisse, d'agitation, d'état un peu altéré de la conscience, par exemple, voilà, un peu hallucinatoire, quoi. Tout ça, ça génère énormément plus de questionnements que ce qu'on peut imaginer dans les services. Et il s'agit évidemment d'être là pour pouvoir les recevoir et pas tant d'en faire quelque chose, d'en décider quelque chose, mais plutôt que ça, de les prendre tels qu'ils sont. De rien décider suite à ça, de toute façon on ne peut pas décider grand-chose, mais plutôt de les garder avec nous et puis de faire avec ça, avec toute notre impuissance, quoi. Mais là où je trouve que c'est intéressant, ces situations de fin de vie, c'est qu'elles convoquent davantage une forme de pensée que d'agir. De fait, on ne peut pas agir à ces moments-là. Encore une fois qu'on a prescrit et fait les soins, voilà. Il reste quand même tout un tas de choses à apaiser et à accueillir. Et pour ça, il n'y a pas de réponse. Et heureusement qu'il n'y a pas de réponse. Heureusement qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'impossible, l'impensable,
quelque chose là aussi dont on se remet pas vraiment, qui ne cesse pas d'avoir besoin de se parler entre nous. C'est ça qui quand même nourrit pas mal les positions de chacun, chacune dans ces moments-là. Comment je me positionne, jusqu'où je vais dans la relation avec cette personne. Bon, oui, voilà. Non, mais donc alors... je pense que c'est essentiel aussi là de se dire que oui, alors nous les psychologues, on agit à un endroit qui est aussi invisible. Les psychologues sont organisés en collège, donc il y a le rapport hiérarchique et directement lié à la direction des ressources humaines, qu'on voit extrêmement rarement, encore plus rarement dans ce moment-là de la première vague, c'est évident. Donc les informations tombaient un peu du siège, de choses qui pouvaient être comme ça énoncées, prononcées et parlées pendant ces réunions-là qu'on avait ensemble, mais pour le coup, non, il n'y a jamais eu de courrier de qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les consignes. Il y a eu pas mal de discours comme ça qui ont couru, beaucoup aussi chez les médecins et les médecins qui cadraient toute l'activité du Covid avec une vraie préoccupation de l'état de santé psychique des soignants qui avaient à accompagner, à être là dans ce moment-là, mais dans quelque chose d'assez pris lui aussi dans l'urgence. Il faut être là pour discuter, voir comment ils vont. Voilà, c'est une façon de voir qui est proche assez des débriefs, vraiment de la conception première du traitement du traumatisme, et qui n'est pas forcément toujours efficiente. Et c'est pas parce qu'on est là dans les services, dans les moments où c'est difficile, qu'au moment où ils en parlent, hop, ça va mieux, on crève l'abcès, et puis ça veut dire qu'on peut continuer à supporter l'insupportable. Non. Il y avait, je pense, cette idée-là au-dessus de nous, mais encore une fois, de façon assez obscure, et je ne pourrais pas vraiment clarifier, je ne sais pas très bien, en tout cas, ça se formulait comme ça. Il était question qu'on prenne soin aussi des équipes et des soignants, à mon sens, aussi pour qu'ils continuent, encore une fois, à faire leur travail dans des conditions qui étaient objectivement insupportables, avec la crainte qu'ils ne le supportent pas, alors qu'il était question qu'ils le supportent, et nous, de jouer quand même un peu soupape pour que ces choses-là puissent se faire, et que ça continue à se faire dans ces conditions-là. Bon, là je suis assez critique, mais ça a quand même donné lieu à des choses. Le fait qu'on soit aussi présent dans nos services, ce qui est le cas par ailleurs. De toute façon, les psys sont rattachés à leurs services, connaissent les soignants. Donc en plus, ces consignes-là, je trouve quelque chose d'insultant de croire qu'on n'est pas déjà là pour ça. Donc dans la relation qu'on peut avoir aussi avec ces équipes, de toute façon, il y a quelque chose qui peut se dire. Et ça compte, le fait qu'il y ait quelqu'un là qui leur pose la question, comment ça s'est passé voilà, dans cette situation. Ça compte que quelqu'un là leur verbalise une forme de préoccupation et de souci d'eux. Ce qui aurait peut-être compté davantage, c'est que les personnes qui pouvaient avoir ces préoccupations-là encore au-dessus puissent elles-mêmes venir dans les services peut-être et se rendre compte et pouvoir témoigner d'une forme de gratitude sur ce travail-là fait, qui est de toute façon de l'ordre d'un insupportable. Il n'y avait rien qui pouvait rendre ça supportable. Je crois qu'on était là aussi pour couvrir le tout, pour enrober. Et ça n'empêche encore une fois que nos présences ont pu avoir quand même du sens et être essentielles dans ces moments-là. D'ailleurs, il y a des unités qui ont ouvert uniquement pour la prise en charge de patients Covid et qui ont recruté des psychologues qui n'étaient pas dans ces institutions avant. Donc il y a eu quand même un mouvement là de prise en considération de ce que ça pouvait coûter psychiquement à tout le monde. En fait, c'est un peu la critique que je ferais à l'idée de la crise. Comme un événement un peu ponctuel qui vient désorganiser quelque chose. Et comme si aujourd'hui on était revenu à une forme de normalité. C'est pas vrai. Cette crise finalement nous empêche de penser un peu sur le temps plus long. Ce qui a été difficile pendant le Covid,
ça a été difficile d'une certaine façon. Les choses sont difficiles autrement aujourd'hui et finalement, on n'a pas fini de se serrer les coudes. Aujourd'hui encore, il y a quelque chose à travailler dans cet environnement-là et puis dans des situations un peu cruciales, justement comme les fins de vie, qui tissent des liens entre moi et certains soignants, soignantes, entre des soignants et des familles, entre des médecins, des familles. Et ça continue d'exister. Enfin, finalement, j'imagine que travailler à l'hôpital public, c'est aussi une façon d'être un peu les mains dans le cambouis, confronté à une réalité qui n'est pas franchement belle à voir. Et ça, c'est vrai sur le temps long. Donc j'imagine que, oui, ça crée quand même ça crée des liens qui peuvent être de qualité. Voilà. Résister aux intempéries. C'est ça. Du coup, réinterroger la loi, enfin les lois, puisqu'il y en a eu quand même un certain nombre, c'est une bonne chose, c'est superflu, ça répond à quelque chose de précis, c'est très marginal. Enfin, je pense que justement, là on a eu ces images, là en France, ces images de fin de vie catastrophiques, de services débordés. J'imagine que c'est quand même ça qui nourrit un peu cette législation-là pour la question de la fin de vie, dans une façon de prendre en charge quelque chose qui a été laissé à l'abandon. Bon, là aussi, je pense que c'est un peu à côté de la plaque, puisque la réalité du terrain, celle que je connais en tout cas, et pas que à Saint-Louis, puisqu'avant j'ai travaillé dans d'autres endroits et ces questions-là se posaient un peu de la même façon. Il y a quand même cette loi-là qui existe déjà, la loi Leonetti, qui permet quand même pas mal de choses, et des choses qui sont très très peu demandées, très peu utilisées, je pense notamment à la sédation profonde, là, qui peut être demandée par des personnes donc, en fin de vie, dans des souffrances liées à une maladie somatique. Donc ces personnes peuvent demander à un moment donné d'être endormies jusqu'à la fin. Donc de n'être pas conscientes pendant ce temps-là. Alors que finalement leur état, par ailleurs, elles ne sont pas non plus tellement inconfortables sur d'autres plans pour justifier cette sédation-là. Ça existe. Et je sais pas, ça a été moins de 5 malades qui ont pu en faire la demande. Et finalement, en fait, en parlant de cette question-là, encore un peu moins qui ont eu accès. C'est comme la demande à mourir, c'est quelque chose qui s'entend beaucoup à des moments où il n'en est pas forcément question, ou des moments où c'est pas forcément la fin de vie. L'annonce de la maladie grave, l'annonce d'un état d'aggravation, etc., fait dire à certains malades non mais au moment où on ne pourra rien pour moi, je préférerais mourir. Cette demande-là, finalement, souvent, ça sonne un peu l'alarme pour les soignants qui font appel à moi ou à d'autres psys dans d'autres services. En travaillant cette question-là, en pouvant parler de ça, souvent quand même, il y a quelque chose qui peut ensuite se formuler autrement. Ce serait dommage de prendre au pied de la lettre cette demande-là comme une demande à mourir. J'imagine que dans une majorité des cas, c'est une demande d'être entendue dans sa souffrance, et ça, c'est irréductible. Donc, finalement, je ne sais pas si y répondre, ce serait quelque chose de fin et pertinent. En tout cas, la plupart du temps, la question ne se pose pas. Une fois qu'il y a quelqu'un à qui adresser cette souffrance-là, pouvoir la dire à quelqu'un en plus qui ne peut rien, pour le coup. La dire à moi ou à n'importe qui, à l'hôpital, c'est savoir qu'on formule un désir de mourir à quelqu'un qui ne peut rien pour nous, puisqu'il y a l'interdiction symbolique d'y répondre. Je ne sais pas si ce serait pareil dans un monde où il y aurait cette autorisation au suicide assisté ou à l'accompagnement comme ça, à l'euthanasie. Là encore, je trouve que c'est dommage que le désir de mourir ou la demande à mourir soit prise au pied de la lettre en premier lieu. Finalement, je trouve que ça dit surtout autre chose. Il n'est pas question de minimiser les souffrances
les détresses qui peuvent être celles de personnes en fin de vie, pas du tout. Mais justement au contraire, de leur laisser. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'insupportable, on peut bien l'imaginer. Il est question pour nous de l'entendre et pas forcément d'y répondre. Donc c'est vrai que je trouve un peu... voilà, je trouve que c'est un débat intéressant par ailleurs. À l'hôpital, la question se pose assez peu, on en parle assez peu en équipe, c'est des choses qui sont pas vraiment des questions. Quand elles le sont, finalement, avec des personnes qui peuvent justement avoir une demande à mourir un peu plus intense et plus difficile à accompagner, il y a l'équipe mobile de soins palliatifs, il y a aussi des interlocuteurs qui peuvent nous aider à entendre ce qui peut se passer pour ce malade, cette malade-là, et d'entendre autre chose. Voilà. Ce serait dommage que prendre au pied de la lettre cette demande à mourir, ça vienne un peu invisibiliser quelque chose justement qui se joue à l'hôpital comme dans une impuissance oui, essentielle quoi. Je reviens là-dessus, mais ce serait dommage de répondre à quelque chose, à mon sens. Enfin, ce serait un peu éluder la question. Je trouve que ce serait plus intéressant de pouvoir penser ça plutôt que de l'agir. Voilà. Encore une fois, je ne sais pas ce qui peut en être pour des personnes qui ont cette demande-là, qui est résistante au fait d'être accompagnées. Pour moi, c'est des situations qui sont quand même rares, voire très rares. Et d'ailleurs, il y a plein de personnes qui peuvent dire, moi, si on me dit que j'ai un cancer, jamais je me soigne et qui se soigne. Moi, si on me dit que j'ai des métastases, j'arrête tout et qui continue. Enfin, on peut pas savoir, on peut pas imaginer les ressources qu'on a pour faire face à des situations. Et souvent, les personnes sont surprises et il y a quelque chose quand même qui pousse à vivre, y compris dans des conditions qu'on aurait jugées inacceptables à d'autres moments. C'est un peu tout l'enjeu de qualifier ce qui est inacceptable, qualifier ce qui serait de l'ordre de l'intolérable, de la dignité. À mon sens, c'est impossible de dire, de qualifier ça une bonne fois pour toutes. Chaque personne, finalement, est libre aussi de trouver les ressources dans une situation où elle n'aurait jamais imaginé avoir les ressources pour vivre ça. Et ça se passe quand même souvent comme ça. Enfin, cette question-là de légaliser l'euthanasie, elle se pose aussi dans un moment où la vie est quand même fort médicalisée. Et là aussi, est-ce que la mort, la fin de vie, c'est pas quelque chose qui échappe au moins un peu à cette logique-là? Et est-ce que c'est pas souhaitable qu'il reste comme ça un dernier bastion un peu intouchable? Il me semble que tout ça, c'est quand même vraiment en lien avec une logique qui est propre à la médecine aujourd'hui. Mais c'est d'autant plus précieux d'avoir en ligne de mire les situations qui échappent un peu, qui font un peu symptôme dans cette logique-là. C'est un peu là tout le paradigme du patient éclairé, patient informé, le patient qui choisit librement ses soins, qui discute avec son médecin, et son médecin qui l'informe de façon claire, qui attend son consentement. Enfin, il y a quelque chose qui est aussi un peu illusoire à l'idée qu'une personne puisse être tout à fait au clair avec ce qu'il attend. Enfin, c'est aussi articuler ça à la demande là, de mourir, j'en pense à ça. On a l'impression que voilà, il faut que les patients aient bien compris où ils en sont pour ensuite choisir librement ce qu'ils veulent. Mais ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça parce que tout le temps, il y a des choses qui sont entendues mais pas comprises, et puis finalement comprises de travers, et puis finalement redites mais en omettant un tas de détails qui ont leur importance. Enfin, il y a tellement d'ambivalence dans ces annonces, dans la façon d'entendre ces annonces-là. Comment on peut imaginer que quelque chose soit clair et qu'on ait affaire vraiment à une demande voilà, éclairée la question des directives anticipées, c'est la même chose. L'idée est sans doute bonne à la base, mais dans les faits, c'est très peu utilisé. Enfin, pour qui est-ce que c'est pensable à un moment donné de dire ça je veux pas? C'est pour des gens qui sont finalement pas forcément concernés par ça au moment où ils peuvent le dire.
on est obligé de faire avec ce que les personnes sont en mesure de ressentir et de verbaliser au moment où on leur annonce une mauvaise nouvelle. On est obligé de faire avec ça. On ne peut pas prévoir. Donc les directives anticipées, c'est aussi assez illusoire. C'est un peu cette idée qu'on pourrait être libre dans nos choix. Bien sûr que non. Il faut faire aussi avec ces choses-là qui sont complètement contradictoires, qui sont dans les discours des malades. À la fois, je veux mourir, mais je veux avoir mes antibiotiques. À la fois, je ne veux pas, je ne veux aucun soin, mais vous allez quand même pas me laisser mourir. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on entend, si c'est pas tous les jours, presque, quoi. On peut pas régler la question, quoi. Il faut même pas essayer. Plutôt avoir davantage d'espace pour se poser la question et pour laisser ces questions-là prendre tout leur volume, mais on ne pourra jamais régler la question, et heureusement. Une forme de résistance comme ça, de quelque chose qui est humain, et en tant qu'humain, on ne peut pas s'y résoudre, et ça, il serait question effectivement de le prendre tel qu'il est, sans vouloir forcément nous donner une réponse.